remercie tout d'abord d'avoir répondu à l'appel de notre toute jeune association, Histoire Arrêt. Et en votre nom et au nom de notre association, je souhaite remercier M. Tasso, Dominique Tasso, d'avoir aimablement répondu à notre invitation et d'avoir fait le déplacement jusqu'en Suisse pour nous entretenir sur un sujet très d'actualité, sur l'évolutionnisme et son impact sur nos sociétés. Pourquoi je dis d'actualité? Je pense effectivement que ça a venu tomber à point, parce que non seulement en Suisse nous venons de traverser une intense campagne de propagande en faveur de l'évolutionnisme à travers les attaques qu'ont subi les écoles évangéliques qui enseignent le créationnisme, mais surtout parce que notre actualité est dominée par les volontés, les projets d'apprentis sorciers qui ambitionnent tout à la fois de déconstruire nos repères, les repères naturels, et qui ambitionnent également de créer de vastes ensembles politiques au mépris des cultures, de nos héritages, de nos réalités nationales. Dans un récent discours, Vladimir Poutine a donné en septembre 2013, il a fustigé ces idées délirantes, mettant en parallèle précisément la déconstruction que mettent en œuvre ces idéologies sur le plan de la morale, sur le plan de la vie de famille, et également les opérations que conduisent les mondialistes visant à redéfinir les frontières du monde. Or, quiconque se dresse contre ces projets de nos jours est immédiatement taxé par ceux qui sont au service de l'appareil de propagande de nos régimes. Je parlais de tout le personnel médiatico-politique, le personnel de l'industrie du spectacle qui accapare l'essentiel de la parole publique. Toute personne qui conteste ces projets est spontanément taxée d'obscurantistes, de fascistes, d'intégriste, ou que sais-je encore. Raison pour laquelle, d'ailleurs, un Poutine est désormais presque unanimement désigné comme un affreux dictateur, et qui sera, je pense, bientôt intronisé au panthéon de la monstruosité aux côtés des Hitler, Saddam Hussein ou Milosevic. Or, la théorie de l'évolution n'est pas étrangère, je pense, à cette typologie bien pensante, bien séante, et à la vision du monde qui est la sienne. Elle en occupe même certainement le centre, car, comme le dit un évolutionniste pur et dur, Daniel Dennett, la théorie de l'évolution est un acide universel, c'est-à-dire un agent dissolvant, car, en effet, si tout est plastique, si toutes les normes, tous les principes, si toutes les réalités nationales sont de pure construction humaine, de pure convention, elles sont par conséquent réversibles, malléables, modifiables à volonté, et il est évident qu'une théorie qui récuse l'idée de la stabilité des espèces, donc l'idée d'une nature humaine, d'une essence humaine, et qui a la prétention de pouvoir se passer d'un Dieu créateur, doué d'une intelligence infinie pour expliquer les merveilles de la nature, eh bien, il est évident qu'une telle théorie constitue une formidable justification à toutes les manœuvres en cours visant à décerner des brevets de normalité à l'homosexualité, le transsexualisme, à la santé reproductive, ce concept de l'ONU qui, en fait, permet de promouvoir la sexualité la plus débridée et naturellement l'avortement, et aussi permet des manœuvres de ceux qui cherchent à accoucher au forceps d'entités supranationales. M. Tasso nous en dira peut-être davantage, mais permettez-moi encore de vous dire en quelques mots à quel point je suis personnellement ravi de pouvoir recevoir M. Tasso, parce que j'ai une grande dette à son égard. Donc je suis d'ordinaire ravi de payer mes dettes, mais en l'occurrence, M. Tasso ne m'a jamais demandé aucun remboursement, ni a fortiori payer des intérêts, et c'est là la magie de la transmission de la connaissance, du savoir, qui donne sans que celui qui donne s'appauvrisse. Tout le monde est enrichi, s'enrichit, sans que personne ne s'appauvrisse. En vous lisant, M. Tasso, j'ai en effet compris, tout d'abord, en reprenant peut-être une image biblique, en la tronquant, à quel point le discours scientifique a été utilisé pendant des siècles comme d'une pelle à vanner pour nettoyer son air, dans l'espoir puéril de parvenir à écraser l'infâme. De Galilée à Hawking, en passant par Newton, Darwin,
nombre de scientifiques n'ont eu de cesse de convoquer la science et leurs théories pour tenter de détruire l'autorité de la Bible, ou si ce n'est la détruire, au moins la confiner dans un petit coin, la reléguer dans la sphère de la spiritualité la plus éthérée et de la morale domestique. La théorie de l'évolution est en cela, je pense, l'artillerie la plus lourde, derrière laquelle continuent de se blottir les tenants d'une explication du monde qui donne son congé à Dieu. Et j'ai compris en vous lisant le poids des forces idéologiques, le poids des a priori métaphysiques, des réseaux. J'ai aussi compris ce qu'il y avait d'incomplet dans les théories scientifiques qui ont porté à bout de bras tout le processus de sécularisation et d'apostasie. Et j'ai compris en vous lisant également l'absence de recul que les propres scientifiques qui émettaient ces théories, l'absence de recul épistémologique qu'ils avaient et qui leur permettait de croire que leurs théories étaient des vérités absolues. Or, j'ai moi-même longtemps été bercé par ces théories. Je ne viens pas d'un milieu traditionnaliste, je viens d'un milieu progressiste, et naturellement, j'ai longtemps adhéré pleinement à toutes ces visions du monde que véhiculent, toute cette vision du monde que véhiculent ces théories et qui en sont certainement un des moteurs les plus importants. En vous lisant, donc, j'ai compris que la certitude scientifique était quelque chose de finalement assez relative. Il y a des vérités scientifiques établies, avérées, plus personne ne soutiendra que la Terre est plate, mais ces vérités scientifiques sont intégrées dans des cadres théoriques, explicatifs, général, qui sont en fait des colosses au pied d'argile. En fait, à un moment ou d'autre, elles se révèlent toutes déficientes et impropres à rendre compte du réel. Il n'y a pas pour autant à renier la science, à la rejeter. Elle est une œuvre humaine et elle requiert notre humilité. Elle est belle, mais elle n'accouche pas de la vérité absolue. Elle ne peut affirmer, comme je l'ai entendu d'un professeur que j'avais en théologie protestante, on ne peut pas s'adosser à la science pour dire, ce que j'ai entendu en théologie protestante, que la science avait prouvé que les anges n'existaient pas. Et surtout, j'ai compris le fil rouge qui traverse toutes ces théories scientifiques. Si on pense à la théorie du Big Bang, celle de l'évolution, de la psychanalyse, la théorie de l'âge de la Terre, que le fil rouge qui les traversait, c'était finalement le refus du Dieu créateur. Et c'était ça qui leur permettait aussi d'être partout célébrés, partout enseigné, partout promu. Et cela a été, donc, une fois que j'ai compris cela, ça a été une première délivrance. Première parce que si je suis parvenu à m'en distancer, je cherchais encore à les concilier d'une certaine façon avec ma foi naissante, dans le sens que j'ai encore longtemps cherché en fait à les conserver tout en éliminant tout ce qui était incompatible avec ce que je comprenais de la foi. Et puis en approfondissant vos textes, j'ai compris que cette attitude était finalement bancale, qu'elle était bâtarde, et qu'en elle était étouffé ce qu'il y a de plus profond dans la vie de la foi. Et ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est une dispute que j'ai eue avec un de mes professeurs en théologie systématique, cette fois en théologie catholique. Et pour vous situer le personnage, je ne vais pas donner son nom ici, mais pour situer le personnage, il siège à l'Académie pontificale des sciences. C'est donc un poids lourd dans l'enseignement en France. Et c'est un évolutionniste qui ne croit pas au péché originel. Pour lui, c'est un mythe, c'est un récit qui, comme dit Ricoeur, donne à penser, mais ce n'est pas un événement historique. Et dans un travail que j'ai dû lui rendre, et qu'il a refusé de noter, j'ai tenté, à la suite des lectures que j'avais faites de M. Tasso, précisément, j'ai tenté de lui expliquer que l'évolutionnisme était, que Darwin, donc le père fondateur, était largement piloté, sa recherche était largement pilotée par son matérialisme, ses a priori métaphysiques, comme
une citation de Darwin est très explicite à ce sujet et qui est citée dans un des livres de M. Tasso. J'ai tenté d'expliquer aussi que les théories scientifiques se coagulaient toutes, la plupart, dans le refus du Dieu créateur, et que c'était ce qui leur avait donné leur prestige et leur puissance d'imprégnation. C'était précisément qu'elles servaient de socle à nos idéologies, socle idéologique à nos sociétés apostates, libérales, et raison pour laquelle elles étaient à ce point-là relayées et assénées. Alors, ce professeur, alors que je soutenais pourtant encore une forme d'évolutionnisme théiste, donc un évolutionnisme qui considère que l'évolution, voilà, c'est une chose acquise, mais que l'évolution est pilotée par Dieu, par la cause première, alors que je soutenais, donc c'est une thèse de ce genre, assez proche finalement de la sienne, c'est en fait indigné ultimement des arguments que j'ai énumérés avant, mais surtout ma conclusion lorsque j'ai dit qu'il était impossible de récuser le fait historique du péché originel, puisque l'Église nous commandait d'y croire. Et dans la façon dans ses corrections, dans ses annotations de mon travail, il m'a alors expliqué que le travail d'exégèse ne devait pas être soumis à la dogmatique. Et là, j'ai commencé à comprendre que l'évolutionnisme théiste était une concession que l'on fait à l'erreur. En fait, c'est mettre le pied dans un engrenage, parce que même s'il n'est pas parfaitement, logiquement articulé à la négation du péché originel, il nie d'autres dogmes et récuse l'intégralité finalement de la foi catholique. Parce que, qu'est-ce qui nous fait croire au péché originel? Ce n'est pas une démonstration scientifique, ce n'est pas une démonstration apodictique, hein, mais c'est parce que l'Église, parce que le Christ l'a enseigné et que l'Église l'a confirmé. Donc s'il nous fait croire au péché originel, c'est un don, c'est la foi, on reçoit tout de Dieu, on reçoit la vie, mais aussi la vie de la vie. Ce qu'on pourrait appeler la foi et les autres vertus théologales. La foi qui est une nouvelle naissance, le baptême faisant de nous un être nouveau. Or, l'évolutionniste théiste nous garde toujours captifs, d'une certaine façon, de toute cette monstruosité d'orgueil qui irrigue les théories scientifiques bancales depuis 500 ans. Donc, pour conclure, les livres de M. Tasso ont l'immense mérite d'aider non seulement à relativiser les prétentions des théories scientifiques, à se présenter comme étant des vérités absolues, nous permettent aussi de comprendre les raisons de leur célébration partout dans les médias, mais également de comprendre la cohérence d'ensemble de la vision biblique du monde. La création ex nihilo des créatures, selon leur espèce, c'est répété 10 fois dans le chapitre de la Genèse, permet de ne plus s'encombrer l'esprit des tentatives de recomposition avec des théories dont l'essence est de nous détourner de Dieu. Les livres de M. Tasso, aident à mieux saisir l'immense beauté de la création, témoignage en acte de l'intelligence absolue du Dieu créateur, qui, dès le commencement, a pourvu à tout, et qui, à travers son Église, continue de pourvoir à tous nos besoins. Ils nous permettent donc de nous mettre dans une attitude de profonde réceptivité à l'égard de la vie surnaturelle, des dons des grâces dont Dieu nous comble, et il nous aide à lui faire confiance, à tout attendre de lui. Voilà pour la petite présentation. Je vais donner la parole à notre conférencier, juste pour le déroulement de la journée. Après la conférence, il y aura un moment de questions. Voilà, M. Tasso répondra à vos questions et nous organisons un petit apéritif aussi à l'issue de la séance de questions. En fin de journée, il y a aussi une collecte qui sera proposée pour participer au financement de l'organisation de cette journée. Juste encore un mot pour présenter M. Tasso. M. Tasso est ingénieur des mines, il est philosophe, il a écrit de nombreux livres, voilà, que vous trouvez aussi sur les tables de presse.
un livre de sa thèse n'est pas présent, mais il m'a dit qu'il était possible, si vous êtes intéressé, de le commander directement auprès du CEP, c'est ça, auprès de vous-même. Voilà. Et voilà, ça permettra, il vous l'enverra vraiment à un coût très modique, un coût de transport très modique. Je laisse la parole à M. Tassor pour cette conférence et je vous remercie encore pour sa venue. Merci Julien Guignon. Je vais vraiment avoir besoin du micro, pas la voix qui porte, comme certains prédicateurs. Et donc dans le domaine de la technique, il y a une évolution positive parfois. Et donc ce petit engin est bien utile pour les gens comme moi qui n'ont pas l'organe vocal puissant. Et je remercie évidemment mon introducteur de m'avoir donné une satisfaction qui n'est pas forcément celle que vous avez. Évidemment, c'est toujours bien, quand on a écrit un livre, de découvrir que des gens le lisent. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est de savoir que les gens ont fait quelque chose de leur lecture, c'est-à-dire ont vraiment utilisé la chose lue, l'ont médité, sont devenus d'une certaine façon différents parce qu'ils ont assimilé et incorporé ce qui était dit. Voilà, ça va mieux maintenant. Voilà, on va. Voilà. Donc le sujet qui m'est demandé, alors je pense parler à peu près 1 heure pour qu'on puisse poser les questions, et donc si vous, comme on est quand même nombreux, je préfère que vous notiez les questions et que vous les posiez après que de les poser en cours de conférence comme je le fais quand il y a un petit groupe. Donc le sujet, c'est l'imposture du darwinisme et son impact sur nos sociétés. Alors le mot imposture et le mot darwinisme et évolutionnisme en général ne sont pas associés, mais ça n'est pas moi qui ai fait ce rapprochement, c'est justement quelqu'un de beaucoup plus qualifié pour le faire. Il s'agit du préfacier qui a en 1956 donc donné, alors le livre de Darwin que tout le monde connaît au moins de nom s'appelle L'origine des espèces. Ce livre est de 1859. Donc pour le centenaire de son édition, l'éditeur anglais a cherché un préfacier de notoriété pour donner un peu d'éclat à sa réédition. Et il s'est adressé à William Thomson. William Thomson était membre de la Royal Society. La Royal Society, c'est l'équivalent de l'Académie des sciences en Angleterre. Il était également biologiste en chef du Commonwealth. Donc un biologiste tout à fait qualifié pour faire une préface du livre de Darwin. Et cette préface fait une 20aine de pages, c'est un texte vraiment remarquable, qui a été traduit en français, d'ailleurs que du coup j'ai amené 3 exemplaires du numéro du CEP où on l'avait publié, parce que c'est pour ceux que ça pourrait intéresser de l'avoir intégralement, ils pourront s'y reporter. Mais ce qui est tout à fait étonnant, c'est qu'en général, le préfacier dit du bien du livre qu'il préface. Et pour la réédition du centenaire de l'origine des espèces, le préfacier, avec l'accord, alors il explique d'ailleurs qu'il était un peu surpris que les éditeurs jouent le jeu, parce qu'il a accepté de faire une préface, mais à condition de pouvoir faire une préface critique. Et il appelle ça d'ailleurs une nouvelle introduction, New Challenging Introduction, ça c'est le terme anglais, une préface qui est un défi, un petit peu, parce qu'il a expliqué qu'il allait exposer ses critiques. Et il dit, alors je vous donne une lecture d'une phrase de cette préface, il dit « Je ne suis pas convaincu que Darwin ait prouvé sa thèse. » C'est quand même fort, parce que la thèse de Darwin, elle est dans le titre du livre, c'est de l'origine des espèces. Ni que son influence sur la pensée scientifique et celle du public en général ait été bénéfique.
Alors, tout y est. Je veux dire, toute ma conférence, en fait, est dans cette phrase. C'est-à-dire, je ne suis pas convaincu que Darwin ait prouvé sa thèse, parce qu'effectivement, cette thèse est fausse, les preuves sont fausses. Et son influence n'a pas du tout été bénéfique, ni sur la science, ni, malheureusement, surtout sur le public en général. C'est-à-dire que nos sociétés sont malades, en fait, du darwinisme. Et alors, un peu plus loin dans ce texte, c'est le préfacier de la réédition pour le centenaire du livre fondamental de Darwin. C'est quand même tout à fait intéressant. Il dit « Puisque personne ne m'a expliqué de façon satisfaisante comment l'évolution pouvait se produire, je ne me sens pas contraint de dire qu'elle s'est produite. » C'est une manière élégante de dire qu'il n'y croit pas. Alors, donc, si vous voulez, le mot imposture n'est pas du tout de trop. Dans le titre, ça peut être perçu comme un petit peu polémique de mettre ce titre, d'associer, de parler d'imposture de darwinisme dans un titre de conférence, mais vous voyez que c'est tout à fait justifié, puisque quelqu'un d'aussi qualifié que William Thomson s'est permis de le faire, et on a dans ce titre l'ensemble des éléments dont je vais vous parler, qui seront dans l'ordre l'imposture elle-même, c'est-à-dire la théorie fausse, le fait qu'on présente comme une théorie scientifique quelque chose qui n'est pas une théorie scientifique, et on présente comme scientifique quelque chose qui est d'une autre nature. Nous verrons l'impact politique de cette théorie, on peut quand même l'appeler une théorie, et nous verrons ensuite, dans une troisième partie, l'impact religieux. Alors, l'imposture du darwinisme, une théorie fausse. L'imposture, elle est déjà dans le titre. Le titre, c'est « De l'origine des espèces ». Il n'y a pas un seul paragraphe dans le livre qui traite du sujet annoncé. Alors ça, c'est dramatique, si vous voulez faire. C'est à la fois dramatique et lamentable. C'est-à-dire que, c'est un assez gros livre, touffu, pas toujours très bien écrit. Personne n'a jamais lu l'origine des espèces. Enfin, ils ont quelques centaines de personnes, quelques milliers de personnes l'ont lu. Mais je veux dire, c'est comme les Principia de Newton. Enfin, ce sont des livres qui ont une influence intellectuelle gigantesque, mais que personne ne lit. Dans le cas de Newton, c'est tellement vrai qu'un étudiant anglais, il y a une vingtaine d'années, a fait sa maîtrise de physique sur les erreurs de calcul qu'il a trouvées dans le Principia. Ça fait quand même 3 siècles que personne ou ne s'en était aperçu, ou ne... ça permet de se poser des questions, si vous voulez, sur la façon dont on lit ce genre de livre. Alors, en ce qui concerne l'imposture dans le titre, parce que jamais dans le livre, il n'est question de voir apparaître une espèce, il n'est question de l'origine d'une espèce. Il est constamment question de la façon dont les éleveurs, par des croisements adaptés, peuvent obtenir des individus exceptionnels, de la façon dont... autrement dit, on est au niveau des variétés et pas au niveau de l'espèce. Or, l'origine des variétés, je dirais, tout le monde... comment les éleveurs font pour pousser une race dans une direction ou dans une autre, il n'y avait pas besoin de Darwin pour l'inventer. Ça, on sait ça depuis toujours. Donc, ce qui est dramatique, alors, il y a énormément de faits intéressants et exacts dans ce livre. C'est une mine, il y a plein d'informations. Il a travaillé pendant au moins une quarantaine d'années sur le livre, qu'il ne voulait pas publier d'ailleurs. Mais nous verrons pourquoi. Mais ce qu'il en reste, pour ceux qui n'ont que le titre, ce qui est la plupart des gens, il en reste qu'il y a un grand savant qui a expliqué comment naissaient les espèces. Et ce qui en reste, c'est qu'on n'a pas besoin de Dieu pour lui expliquer l'origine des espèces. C'est inévitable, c'est mathématique. Si on a une explication faite par M. Darwin, c'est bon, il n'y a pas besoin de chercher autre chose. Alors, là, c'est un élément qui choquait Thomson, si vous voulez, dans la démarche de Darwin, c'est qu'il y a une disparition du raisonnement scientifique avec l'apparition de la théorie de l'évolution. Comment est-ce qu'on fait en général pour distinguer le discours scientifique du discours ordinaire? C'est dans la définition précise des termes qu'on emploie. C'est-à-dire que si un physicien vous parle de kilowatts
en Suisse, normalement c'est le même kilowatt à Tombouctou et c'est le même kilowatt à Pékin. Et 3 physiciens pourront employer le mot et ils savent qu'ils disent la même chose quand ils disent le même mot. Ça, c'est la propriété du discours scientifique, c'est d'avoir des mots bien définis, précis, rigoureux. Le problème avec la théorie dite de l'évolution, c'est que le mot évolution n'est jamais défini. Et encore, il y a 7-8 ans, j'ai acheté par hasard un livre, c'est le manuel qu'on vend en France pour les étudiants en biologie qui étudient l'évolution. C'est un manuel pour les masters et jusqu'à l'agrégation. Autrement dit, les diplômes les plus élevés qui existent dans l'université française. Dans ce livre, et c'est un livre pas très très épais, mais très dense, très complet, avec un index, avec des définitions, et il y a un mot qui n'est jamais défini nulle part, c'est le mot évolution. Et pourquoi n'est-il pas défini? C'est parce qu'on ne peut pas le définir. Et on ne peut pas le définir parce que du jour où on le définit, l'imposture s'effondre. Parce qu'en réalité, le même mot est utilisé pour désigner 2 phénomènes de nature complètement différente. Il y a ce qu'on appelle la microévolution. La microévolution, c'est ce dont traite le livre de Darwin. C'est la façon dont on arrive à fabriquer des bassets, des chiens très petits, et puis des lévriers qui courent très vite. Donc la microévolution, ce sont des changements qui apparaissent au sein de l'espèce, et la microévolution ne fait difficulté pour personne. C'est-à-dire que aucun anti-évolutionniste acharné n'a jamais nié que l'être vivant se différencie de l'être inerte par sa plasticité, par sa variabilité. La variation fait partie de l'être vivant, surtout dans les familles où la reproduction sexuée est en cause et où inévitablement il y a des héritages de chaque parent qui font que, bien que le proverbe dise tel père, tel fils, en pratique, vous savez très bien qu'il y a des variations dans la reproduction. C'est jamais une reproduction à l'identique. Donc la variabilité, elle est propre au vivant, et de dire qu'il y a une microévolution, ça n'apprend rien à personne. Personne ne l'a jamais contesté. Mais il y a la macroévolution. Alors, je vais vous donner cette définition qu'on ne trouve nulle part de ce qu'est l'évolution. C'est extrêmement simple. L'évolution, c'est l'apparition d'un organe fonctionnel nouveau dans une lignée qui en était dépourvue. Hein, c'est l'organe nouveau qui est la vraie évolution. C'est la seule qui soit intéressante. C'est la seule qui, justement, justifierait qu'on explique l'origine des espèces. Parce que ce qui distingue une espèce d'une autre, c'est précisément qu'il y a quelque part un organe différent dans une espèce. Par exemple, vous avez des espèces à écailles et des espèces à plumes, c'est pas du tout la même chose. Et ce qui serait intéressant, évidemment, c'est de savoir comment on peut passer de l'écaille à la plume, ce que croient tous les évolutionnistes. Mais comment peuvent-ils expliquer ce passage? Mais ils ne peuvent pas. Ils racontent des histoires, et c'est une chose, si vous voulez, qui est tout à fait déplorable dans le langage scientifique de la biologie évolutionniste, et qui apparaît déjà chez Darwin, dans son livre, c'est l'emploi systématique du conditionnel. Le mode conditionnel, et en français, c'est le mode qui désigne des réalités qui ne sont pas nécessairement existantes. Alors, je vous lis une phrase de Darwin. « Dans la lutte pour l'existence, des variations favorables tendraient à être préservées, et d'autres, moins privilégiées, seraient détruites. Le résultat de ceci serait la formation de nouvelles espèces. » C'est de la science-fiction. On n'est pas dans la science. Dès que vous voyez le conditionnel dans une phrase, et il y en a plein les... Alors, malheureusement, la théorie de l'évolution, elle est enseignée dans les manuels aujourd'hui. Et regardez comment elle est enseignée, vous verrez que le mode du conditionnel est systématiquement utilisé. Parce qu'on ne peut pas faire autrement. Donc, il y a une grande difficulté
quant à qualifier de scientifique la théorie de l'évolution, c'est que le mot évolution n'est pas défini, et si on le définissait, il n'y aurait pas besoin de théorie. Parce que si on parle de microévolution, ben c'est de l'observation pure et simple, c'est du fait empirique, bon. Alors qu'on peut essayer après de comprendre, il est certain que la génétique a apporté beaucoup là-dessus. Et puis la macroévolution, c'est la science-fiction, ça n'a jamais été observé, on n'aurait même pas à concevoir comment ça serait possible. Et néanmoins, on en parle. Alors, comment se fait-il que tout le monde soit persuadé de l'évolution? Je l'ai été, je pense que parmi vous, un certain nombre le sont encore. Hein. On est évolutionniste parce qu'on a les idées de la société dans laquelle on est et on vit. Alors, il y a un certain nombre d'arguments qui sont perçus par le conditionnement médiatique comme étant liés à l'évolution et comme étant des preuves de l'évolution. Et le premier élément lié à l'évolution à titre de preuve définitive absolue, ce sont les fossiles. Hein, c'est les fossiles qui prouvent l'évolution, c'est évident, parce que on a des animaux fossiles qui sont différents des animaux qui vivent aujourd'hui, donc forcément, il y a évolution. Alors, le problème, c'est que ça va bien quand on ne réfléchit pas. Mais quand on réfléchit, ce qui était le cas de Darwin, on se rend compte que ça ne va pas. Et il faut savoir que les fossiles sont considérés par Darwin comme l'argument le plus fort contre sa théorie. Je le cite, « Le nombre de variétés intermédiaires qui auraient existé autrefois sur la Terre doit être vraiment immense. Pourquoi donc toute formation géologique et toute strate ne sont-elles pas pleines de ces chaînons? Il est certain que la géologie ne révèle pas une telle chaîne organique parfaitement graduée. Et c'est peut-être l'objection la plus obvie et la plus sérieuse qu'on puisse faire à ma théorie. Je crois que l'explication se trouve dans l'extrême insuffisance des documents géologiques. » Donc ça, c'est quand même très intéressant. C'est-à-dire que ce que le grand public considère comme l'argument définitif pour l'évolution, ce sont les fossiles. Et pour Darwin, c'était l'obstacle intellectuel majeur. Mais il avait une porte de sortie. C'est là encore, on n'est pas dans la science. La porte de sortie, c'est on n'a pas encore creusé assez, on va creuser et on va finir par les trouver, les chaînons. En fait, on ne les a jamais trouvés. Bon, un siècle et demi ont passé et on a renoncé à les trouver. Sauf pour l'origine de l'homme, parce que là c'est trop important. Je cite un Stanley, qui est un paléontologiste américain, qui dit « Les gisements fossiles connus », donc c'est en 79, dans un livre qui s'appelle « Macroévolution ». Les gisements fossiles connus ne fournissent pas un seul exemple témoignant de l'évolution phylétique en train d'accomplir une transition morphologique majeure, et n'offrent donc une preuve de la validité du modèle gradualiste. Alors, c'est beaucoup de mots pour dire en fait que les fossiles, évidemment, ne prouvent pas l'évolution pour une raison extrêmement simple, c'est que les fossiles, ils appartiennent parfaitement à l'espèce qui permet de les qualifier. On peut faire une classification des fossiles comme on fait une classification des êtres vivants, c'est exactement... et un fossile je ne sais pas, de Diplodocus sera d'une espèce donnée, il sera le même, quel que soit l'endroit où on le trouve. Donc, il y a ce que, alors, les paléontologistes disent, il y a stase. Ils ne peuvent pas dire il y a stabilité des espèces. Donc, il y a stase. Le mot, quand même, autre chose. Et la stase, ça veut dire que ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas, sauf quand ça a bougé. Alors il y a des périodes, mais très rapides, où là, ça a dû bouger, mais comme c'était rapide, ça n'a pas eu le temps de fossiliser, on ne l'a pas vu, donc on ne les a pas. Ouais. Donc on n'a pas la preuve des sauts, mais il y a forcément eu des sauts, puisque vous avez des... Alors, voilà le genre de tour de passe-passe par lequel les paléontologistes continuent à croire, effectivement, parce que c'est ça qui est à la fois dramatique et amusant, c'est que la plupart des scientifiques dans ces domaines sont évolutionnistes, ils croient à l'évolution, mais ils pensent que l'évolution est vraie, bien qu'il n'y ait pas de preuve dans leur discipline. Autrement dit, la charge de la preuve, elle est chez les voisins. Donc le paléontologiste Stanley, qui croit à l'évolution, mais il sait qu'il n'y a pas de preuve dans les fossiles, qui est son métier, mais il pense que les biologistes ont la preuve, puisque
Ils sont évolutionnistes aussi. Et puis les biologistes disent, bah non, l'être vivant, l'hérédité, c'est non, mais certainement, puisque les géologues nous disent qu'il y a évolution, ça doit être vrai. Donc tout le monde continue à interpréter les faits dont il a à se saisir dans la perspective de l'évolution, sans se troubler par le fait qu'il n'y a pas de preuve. Et la preuve, les autres doivent l'avoir puisqu'ils y croient. C'est ça, donc tout est basé là-dessus. Alors, l'autre grand argument, alors que n'avait pas Darwin, parce que il faut bien comprendre que du temps de Darwin, ni la génétique n'existait, ni la complexité du vivant, que comme nous la connaissons aujourd'hui, n'était connue. Donc, et surtout, on ne connaissait pas la non-hérédité des caractères acquis. Alors ça, c'est un point important qui a été très débattu au XIXe siècle. C'est de savoir si aujourd'hui, on pense que le fils d'un champion de boxe n'a pas forcément des biceps plus gros à la naissance. Bon. Tandis qu'à l'époque de Lamarck ou de Darwin, au XIXe siècle, si vous voulez, il y avait cette idée que les caractères acquis, justement, pouvaient être transmis à la descendance. Alors aujourd'hui, on sait que ce n'est pas possible, parce que ce qui est transmis, c'est ce qui est dans le génome, et ce qui arrive à l'individu au cours de son existence, évidemment, n'a pas de répercussion en aval sur ses chromosomes. Sauf cas particulier, les mutations. Et donc, la théorie de l'évolution, qui était quand même en grande difficulté dans les années 1920, s'est refait une seconde jeunesse grâce aux mutations. Parce que qu'est-ce qu'une mutation? C'est une variation instantanée, brutale, et transmissible à la descendance. C'est-à-dire qu'on a une anomalie génétique qui apparaît, et comme elle est dans le génome, elle pourra être transmise. Donc on a l'élément de novation qui apparaît, et puis comme ça fait partie du patrimoine héréditaire, c'est transmissible. Donc c'est ça qui est présenté comme le salut pour les biologistes de la théorie de l'évolution. La difficulté pour ce salut, qui n'en est pas un, c'est que autant vers 1910-1920, on n'avait pas de recul sur ce qu'étaient réellement les mutations. Donc on pouvait imaginer toutes sortes de choses. Autant aujourd'hui, on a beaucoup de recul, et en particulier, on a du recul grâce aux expériences qui ont été faites sur les mutations. Alors les plus connues, c'est les expériences de Morgan sur la mouche drosophile. Donc ça, c'est un petit peu avant la guerre et après, enfin, dans les années entre 35 et 55, disons. Alors Morgan avait choisi la drosophile parce que elle a des chromosomes extrêmement longs, donc c'est très facile à faire muter, la drosophile. Et puis on a depuis maintenant les expériences de Lansky, Richard Lansky de l'Université de Michigan, qui fait des expériences sur le colibacille, l'Escherichia coli, qui est bien connue comme bactérie de tous les gens qui travaillent dans le laboratoire. C'est la bactérie de base que tout le monde multiplie. Alors, il a fait des expériences continues sur une quarantaine d'années. La bactérie se multiplie toutes les 20 minutes. Donc, en nombre de générations, ça représenterait en génération humaine des millions d'années. Donc, on a un recul sur ce que peuvent ou pas faire les mutations. On sait ce que c'est qu'une mutation aujourd'hui. Malheureusement, même après toutes les expériences de Morgan, même après toutes les expériences de Lansky, les drosophiles sont toujours des drosophiles. Alors évidemment, il leur est arrivé tous les malheurs possibles, y compris de faire pousser les antennes à la place des pieds, les pieds à la place des antennes. Enfin, on a évidemment les drosophiles qui n'ont plus d'ailes, les drosophiles qui sont aveugles. Bon, les mutations en général sont nocives. Et en ce qui concerne les bactéries, alors c'est encore le résultat est encore infime. Tout ce qu'on a réussi à obtenir, c'est de permettre à une bactérie qui n'arrivait pas à digérer une certaine substance d'être capable de l'assimiler. Donc c'est de l'ordre de la capacité à assimiler, donc à faire assimiler par l'estomac quelque chose qui était considéré comme non assimilable. Donc c'est de l'adaptation. Au bout de 40 ans d'expérience sur le colibacille. Ce qui fait dire à Pierre-Paul Grasset, qui était vice-président de l'Académie des sciences, un grand biologiste français, si on voulait démontrer la stabilité des espèces,
il n'a pas de meilleur argument aujourd'hui que toutes les expériences qu'on a faites sur les mutations. Donc les gens qui vous disent la preuve de l'évolution c'est mutation, c'est parce qu'ils ne savent pas de quoi ils parlent. Ils n'ont pas étudié la réalité des mutations. Alors, parce que en dehors de la mutation, il n'y a plus rien. Si vous voulez, rendez-vous compte de la faiblesse de la théorie de l'évolution. Parce que du temps de Darwin et Lamarck, elle reposait tout entière sur la transmission des caractères acquis, le fait que les descendants pouvaient transmettre des caractères que leurs ascendants s'étaient constitués eux-mêmes. Ça, c'est exclu aujourd'hui. Et les mutations, qui est l'autre source possible de variation transmissible, eh bien, aujourd'hui, on sait que ça de toute façon, ça n'a rien à voir avec l'apparition d'espèces nouvelles. Au pire, c'est de l'ordre de la variété, comme à l'intérieur d'une race où il y a des variétés différentes. Alors, les gens qui réfléchissent un peu devant ces faits-là sont obligés de conclure que l'évolution n'est pas une donnée scientifique. Alors, je vais vous donner deux exemples quand même intéressants. Il y en a un, c'est Ernst Schein, c'est un prix Nobel de biochimie, donc dans un domaine concerné. Et qui a été, alors lui il était athée, évolutionniste, etc. C'est un juif, il s'est converti, en fait, il est redevenu religieux à l'intérieur du judaïsme. Mais, et c'est peut-être ça d'ailleurs qui l'a amené à réfléchir un petit peu à différentes choses. Enfin, il écrit en 1970, de postuler que le développement et la survie du plus apte est seulement une conséquence de mutations au hasard, ou que la nature poursuit des expériences par essai et erreur avec les mutations pour améliorer les systèmes vivants. Ces idées, donc, me semblent une hypothèse basée sur aucune donnée et irréconciliable avec les faits. Irréconciliable avec les faits. Prix Nobel de biochimie. Et donc 1970, et 10 ans plus tard, les deux grands spécialistes, John Maynard Smith et Ernst Zagmary, qui lui est hongrois, Smith est anglais, ils ont pendant plusieurs années fait un cours sur la macroévolution à Harvard. C'était, parce que Smith est mort il y a 2 ans, c'était les grands spécialistes de la macroévolution. Et j'extrais de la revue Nature, donc une grande revue qu'on trouve facilement, mais qui est une grande revue scientifique au monde. Ils disent, que disent-ils, eux qui enseignent la macroévolution. Il n'existe aucun fondement théorique pour croire que les lignées évolutives deviennent plus complexes avec le temps, ni aucune donnée empirique pour établir que ceci se produit. Alors, si vous réfléchissez un petit peu, aucun fondement théorique pour croire que c'est possible, et aucune donnée empirique pour le constater. On n'est plus dans le domaine de la science. Je veux dire, quand on continue à parler de macroévolution comme si ça avait pu se passer, on n'est plus dans le domaine de la science. On est dans le domaine de la croyance. Et comme on est dans le domaine de la croyance, pour que Darwin puisse obtenir ce résultat, eh bien, il a dû... et c'est pour ça d'ailleurs qu'il a mis aussi longtemps à publier ses idées, parce qu'il savait que les naturalistes n'accepteraient pas sa thèse que les espèces ne sont pas des substances, que les espèces ne sont pas stables. Alors il dit, il est très important, alors ça c'est dans une lettre à un biologiste américain, que mes idées soient lues par des hommes intelligents, accoutumés aux arguments scientifiques, tout en n'étant pas naturalistes. Cela peut paraître absurde, mais je m'imagine que de pareils hommes entraîneront après eux les naturalistes qui s'entêtent à croire qu'une espèce est une entité. Autrement dit, pour Darwin, l'espèce n'a pas de substance, les espèces n'existent pas, c'est nous qui projetons, donc c'est du nominalisme, nous projetons, chat, chien, sur des êtres qui passent dans la rue, mais, enfin dans la campagne, mais en fait il n'y a que des individus.
qui sont tous différents les uns des autres et dont les descendants sont tous différents de leurs ascendants. Et dans ce chaos, il y a quand même des formes qui se ressemblent et on les appelle espèces. Ça, c'était l'idée de Darwin. Les espèces n'ont pas de substance. Le problème, alors, c'est donc évidemment, les naturalistes, qui sont des gens qui passent des années à apprendre par cœur une table de classification des espèces, c'était très difficile de leur faire admettre que ce qu'ils avaient sué sang et eau pour apprendre n'avait pas de réalité. Donc, à ce moment-là, c'est une bonne technique de communication. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'adresser aux gens qui ne mordront pas à l'hameçon, il faut s'adresser aux gens qui vont mordre à l'hameçon. Et après, quand tout le monde sera devenu évolutionniste, eh bien, les naturalistes suivront. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé, mais avec des conséquences dramatiques. Alors, une conséquence que cite Thomson, il dit « Le succès du darwinisme fut accompagné par le déclin de l'intégrité scientifique ». Alors, je ne traiterai pas de sujet, mais c'est la fraude. La fraude, en paléontologie en particulier, vous avez qui est bien connu, l'homme de Piltdown, enfin, vous avez Haeckel, vous avez Lucie, vous avez l'homme du Nebraska. Alors l'homme du Nebraska, il est d'autant plus important, c'est aux États-Unis, qu'il a servi d'argument dans le fameux procès du singe en 1935. L'homme du Nebraska, c'était une dent, et une étude postérieure, a démontré que en fait, ce n'était pas une dent humaine, c'était une dent de porc. Mais peu importe, on avait trouvé une dent, l'homme du Nebraska. C'est l'homme de Piltdown, c'est parce qu'à l'époque, le plus vieil homme fossile en Europe, c'était l'homme de Néandertal, donc sur le continent, et les Anglais voulaient avoir le plus vieux des Anglais, etc. Donc tout le monde a cru à l'homme de Piltdown parce que c'était l'ancêtre des Anglais, et on a le site de Piltdown a été déclaré monument national. Il y a des crédits qui ont été votés, etc. C'est pour ça que c'était un petit peu gênant quand la fraude a été découverte. Donc, si vous voulez, on croit comprendre, mais en fait, on n'a rien démontré. Et là, je vais citer un Suisse, un biologiste suisse, Guyeno, j'ai le plaisir de le citer ici, qui disait « L'idée que l'évolution résulte de la sélection naturelle, c'est la thèse de Darwin, agissant sur des variations fortuites, cette idée a retardé le progrès de la recherche d'un demi-siècle. » Parce qu'évidemment, si on part sur des fausses pistes, le chercheur perd son temps. Alors, je vais quand même donner un exemple du fait qu'une explication qui est supposée justifier l'évolutionnisme, en fait, ne justifie rien du tout, et je vais le donner parce que cet exemple se trouve dans les manuels. Maintenant, c'est ce qu'on appelle la phalène du bouleau. Alors, la phalène du bouleau, Biston bitularia, c'est un papillon dont on connaît une forme claire, une forme sombre. Donc, il y a des ailes blanches ou des ailes noires. Et ce papillon est répandu dans la campagne, en Angleterre, en particulier autour des villes industrielles comme Liverpool. Alors, ce qu'on raconte dans les manuels, c'est que à l'époque de la révolution industrielle, les papillons blancs ont disparu. Parce que les oiseaux, évidemment, les prédateurs, ce sont les oiseaux, comme les bouleaux devenaient noirs avec la suie, automatiquement, les papillons noirs qui se logeaient sur les bouleaux n'étaient plus attrapés. Et donc les papillons blancs sont devenus moins nombreux, parce que les prédateurs se précipitaient sur les papillons blancs. Et puis, quand on a dépollué, en mettant des systèmes anti-pollution sur les cheminées, etc., les bouleaux sont redevenus blancs. Et à ce moment-là, on s'est aperçu que les papillons blancs réaugmentaient en nombre. Donc ça, c'est la démonstration, pour les manuels, de l'efficacité de la sélection naturelle. C'est-à-dire que les prédateurs éliminent les moins aptes. Évidemment, dans l'environnement sombre, c'est le blanc qui est le moins apte, parce que son camouflage ne marche pas, et puis dans l'environnement dépollué, à ce moment-là, le blanc réapparaît. Alors, il y a plein de problèmes sur cette théorie, en particulier parce que les papillons, si vous voulez, les oiseaux attrapent les papillons en vol et pas posés.
Donc déjà, là, il y a, en plus, parce qu'on a fait des expériences pour essayer de reproduire dans des chambres. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est donné comme l'exemple type de la réalité de la sélection naturelle et de l'efficacité d'un mécanisme darwinien pour expliquer l'évolution des espèces. Il n'y a aucune évolution d'espèces. Il y a deux variétés dans l'espèce, la variété sombre et la variété claire, et la seule différence qu'on constate, c'est que l'équilibre démographique entre les deux variétés a varié dans le temps. C'est-à-dire qu'il y avait plus de variétés blanches, après il y a eu plus de variétés sombres, et après il y a eu plus de variétés blanches. Alors, il y a deux choses importantes. C'est d'une part, aucun élément nouveau n'est apparu. Donc on est complètement en dehors de la macroévolution. Et d'autre part, la transformation qu'on a observée, parce qu'on a observé apparemment une transformation, elle est réversible. Donc ça n'a rien à voir avec une direction évolutive. Et c'est ça qui est donné dans les manuels, alors, vous pouvez le vérifier, comme l'exemple parfait de l'efficacité de la sélection naturelle, et donc de la validité des thèses de Darwin. Alors, bon, la complexité du vivant, ça c'est évidemment une chose maintenant qu'on connaît. On sait que la cellule, à l'époque de Darwin, la cellule c'était le noyau et le cytoplasme autour. Enfin, on avait une vision très très sommaire de ce que ça pouvait être. Bon, maintenant on se rend compte que c'est d'une complexité, dans la moindre des cellules, vous avez des centaines d'organites de nature différente. Hein, c'est les schémas de cellulaires, et on sait qu'on n'est pas encore au bout. Enfin, donc la vie est d'une telle complexité que imaginer que ça peut se transformer n'importe comment, etc., c'est tout à fait fantasmagorique. Et c'est la situation de Sermonti. Giuseppe Sermonti était président de la Société italienne de biologie. Et dans un livre qui s'appelle Dopo Darwin, c'est-à-dire après Darwin, parce que lui a toujours été contre Darwin, il dit « Il n'y a pas eu de transformation du simple au complexe ». Parce que c'est aussi l'idée, c'est qu'on passe du simple au complexe dans l'évolution. C'est là la révélation de la biologie moderne. La complexité biochimique d'un microbe n'est pas inférieure à celle d'une plante ou d'un animal. Et les plantes, en général, ont des génomes plus longs que les animaux. Alors que c'est censé être plus simple. Enfin, donc, si vous voulez, que reste-t-il du darwinisme après cet examen de ce qui est présenté comme les arguments des preuves? Il reste une chose, hein, c'est que le hasard crée. C'est ce que les gens retiennent. C'est que les choses se créent toutes seules, peuvent apparaître toutes seules sans qu'il y ait une intelligence organisatrice derrière. Et pourquoi, alors maintenant je pose la question, pourquoi enseigner une théorie aussi fausse dans les écoles? Pourquoi exclure des universités les enseignants qui n'y croient pas? C'est quand même, il faut quand même des raisons profondes. Et ces raisons ne peuvent pas être scientifiques, puisqu'il n'y a aucun argument scientifique. Donc elles sont d'une autre nature que scientifique, donc il y a des enjeux autres que scientifiques. Et le premier de ces enjeux, c'est l'enjeu politique. C'est pas forcément le premier historiquement, mais c'est dans l'exposé, j'ai choisi de le traiter en premier, parce que c'est l'aspect le plus visible et le plus immédiatement démontrable. Il se trouve que la théorie de Darwin, c'est la théorie qui plaisait en Angleterre à l'époque victorienne, qui est l'époque où on était au maximum de l'Empire britannique, si on veut. Parce que le livre de Darwin, il a un titre très long. Tout le monde connaît le début du titre. Mais en général, on ne connaît pas la suite. C'est pour ça que je vais avoir le plaisir de vous donner le titre en entier. Et le titre en entier est le suivant: l'origine des espèces au moyen de la sélection naturelle ou la préservation des races favorisées dans la lutte pour la vie. Alors le problème, quand vous n'êtes pas biologiste, naturaliste, mais vous lisez un titre comme ça, la préservation des races favorisées dans la lutte pour la vie, le mot race, vous le prenez pour vous. C'est-à-dire que tout le monde s'imagine, évidemment, dans la lutte pour la vie, celui qui a survécu, c'est celui qui était favorisé.
Et celui qui a pu dominer l'autre, c'est le meilleur. On est tous les meilleurs. Donc, si vous voulez, inévitablement, ça donnait une sorte de caution scientifique à l'impérialisme britannique. C'est-à-dire que les Anglais pouvaient étendre leur empire parce qu'ils étaient les meilleurs. C'était normal, c'était scientifique et c'était justifié, puisque c'est la loi de la nature. Donc il y a, si vous voulez, dans l'évolutionnisme, une confusion entre l'ordre de la nature et l'ordre de l'homme. Il y a une continuité entre les deux ordres. Donc le darwinisme est tout naturellement devenu une idéologie qui est une idéologie alors extrêmement répandue parce que au fond ça justifie toutes les situations acquises. Si j'ai pu acquérir ce que je possède, ce que je suis, etc., c'est bien parce que j'avais capacité de... Donc dans la lutte pour la vie, j'étais justement membre de la race favorisée qui tout naturellement a dominé sur les autres. Alors les gens qui ont... en pratique, ça veut dire le résultat justifie les moyens utilisés pour obtenir ce résultat. Alors ça allait plaire à trois catégories de gens, successivement, les libéraux, les marxistes et les nazis. Alors en ce qui concerne les libéraux, c'est parce que il y a un paragraphe dans l'origine des espèces sur lequel en général on ne fait pas beaucoup référence, mais qui est très important. On parle toujours de la survie du plus apte. Mais la survie du plus apte ne peut être un élément évolutif que s'il y a élimination du moins apte. C'est en réalité ce qui permet la dérive évolutive supposée de la théorie de la sélection naturelle. C'est l'élimination du moins apte. C'est ça qui fait que le plus apte remplace le moins apte. Donc on a, Darwin écrit, chaque forme nouvelle tend à prendre la place de la forme primitive moins perfectionnée, ou d'autres formes moins favorisées, avec lesquelles elle entre en concurrence, et elle finit par les exterminer. Ainsi, l'extinction et la sélection naturelle vont constamment de concert. Pendant le cours de ces modifications, chaque espèce a dû s'adapter aux conditions d'existence de la région qu'elle habite, a dû supplanter et exterminer la forme parente originelle, ainsi que toutes les variétés qui ont formé les transitions entre son état actuel et ses différents états antérieurs. Donc ça, c'est l'élément fondamental, c'est ce qui justifie l'élimination du concurrent. Il est moins bon, il faut qu'il laisse sa place, et ça sera le progrès. Donc on a, dans la théorie darwinienne, si vous voulez, une justification de toutes les situations acquises. En pratique, ça veut dire que la notion de bien commun disparaît. Et je pense que ceux qui s'intéressent à la société, à la sociologie, etc., cette notion qui est fondamentale dans la doctrine sociale de l'Église, par exemple, la notion de bien commun, elle a complètement disparu. La notion de juste prix, qui est fondamentale dans l'économie chrétienne, elle a complètement disparu de l'enseignement de l'économie. Parce que ça n'a pas sa place, évidemment, dans une vision où le progrès, c'est l'élimination du moins apte. Il faut bien voir que c'est le point fondamental, et on en a deux témoignages tout à fait intéressants que je vais vous lire. Il y en a un de Andrew Carnegie. Donc Carnegie, c'est un des grands magnats de l'acier aux États-Unis. Enfin, c'était avant et après la guerre de 14. Mais je pense qu'il était quaker ou quelque chose comme ça. Enfin, donc il avait quand même des scrupules de conscience. C'est ce qu'il honore, d'ailleurs. Et il a dit un jour, comme la loi, alors cette loi de sélection naturelle, donc d'élimination, peut être dure pour l'individu, mais c'est la meilleure pour la race. Donc évidemment, celui qui est écarté, il a celui qui est éliminé, le moins apte, c'est dur pour lui, pauvre type. Mais c'est le progrès. C'est ce qui est meilleur pour la race. Donc il faut y aller.
et John Delano Rockefeller, donc autre grand nom de l'industrie américaine. Alors là, c'est à une école du dimanche, donc une école un catéchisme de... Bon, je ne sais pas de quelle congrégation particulière il s'agissait, mais enfin, il a dit la chose suivante. Il a dit « La croissance des grandes entreprises est simplement la survie du plus apte. C'est tout simplement la mise en œuvre d'une loi de la nature et d'une loi de Dieu. » Il y a continuité, si vous voulez, entre la nature, la société, donc, puisque... Alors, Dieu est toujours là, si vous voulez, mais Dieu est d'accord. Il est toujours d'accord, puisque ce qui est le résultat de la sélection naturelle, c'est le progrès. Et Dieu est pour le progrès, bien sûr. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la nature, il n'y a pas élimination des moins aptes. Et on le sait depuis, en particulier, les expériences, les études de Konrad Lorenz, qui ont même le prix Nobel, sur l'agressivité. Alors, le cas très intéressant qu'il a étudié, c'est celui des chiens de prairie, donc aux États-Unis. Les chiens de prairie, des espèces d'écureuils, qui se combattent pour la répartition des territoires tous les ans. Alors il se passe la chose suivante, c'est que il y a des gros chiens de prairie et des petits chiens de prairie, il y en a qui sont plus forts, il y en a qui sont moins forts. Alors, mais chacun a son territoire. Alors, alors bien entendu, en zone neutre, c'est le plus fort qui bat le plus faible dans le combat. Donc le plus faible se retire vers le centre de son territoire. Mais au fur et à mesure que lui approche du centre de son territoire et que l'autre s'écarte du centre de son territoire, l'agressivité de celui qui vient sur son terrain augmente et l'instinct de fuite de celui qui sort, qui s'écarte de son territoire, augmente. Et à un moment donné, l'équilibre des combats donne l'avantage au plus petit chien de prairie, parce qu'il est chez lui, donc il se défend avec l'énergie du désespoir, et l'autre n'a pas les mêmes motivations. Donc on a dans la nature, comme toujours, la nature est équilibre. Donc il y a toujours des phénomènes d'équilibre qui font que le plus gros chien de prairie, il va pouvoir se conquérir un territoire plus grand, dont il a d'ailleurs besoin, et le plus petit aura un territoire plus petit, mais qui lui suffit. Et il n'y a absolument pas élimination de qui que ce soit, il y a répartition des territoires. Et une répartition intelligente, une répartition équilibrée. Ça, c'est la réalité de la nature, telle que Dieu l'a créée. Et l'idée darwinienne d'élimination du moins apte, c'est une fiction, c'est-à-dire c'est le contraire, c'est qu'on a projeté sur la nature ce qu'on constatait dans la société. Les libéraux, évidemment, ont absolument besoin de cette idée de sélection naturelle, parce qu'ils en vivent. C'est la même chose pour les marxistes. Marx écrit à La Salle le 16 janvier 1860. Le 16 janvier 1860, c'est 3 mois après la sortie du livre de Darwin. Donc, le livre de Darwin est très important et me sert à fonder par les sciences naturelles la lutte des classes dans l'histoire. Qu'est-ce que c'est que la lutte des classes? C'est la lutte pour la vie. C'est la transposition en politique de la lutte que l'on constate pour Darwin dans la nature. Sauf que chez Darwin, c'est une lutte éliminatoire, alors que dans la nature réelle, c'est pas une lutte éliminatoire. Et évidemment, Marx, qui est un révolutionnaire, lui, il veut l'élimination de la classe bourgeoise qui a fait son temps. La classe bourgeoise était peut-être adaptée à un stade antérieur de la société, mais évidemment, dans la société technique moderne, c'est la classe prolétarienne qui doit remplacer la classe bourgeoise, donc il doit éliminer l'autre. Donc vous voyez que c'est ce qui fait le succès du darwinisme pour les marxistes, c'est quelque chose qui est faux dans la théorie darwinienne, mais qui est ce qu'on en a retenu. Dans le cas de Hitler, c'est encore plus facile
à démontrer, puisque son livre le plus connu s'appelle Mein Kampf. Qu'est-ce que c'est que ce combat? C'est la lutte pour la vie. C'est le même mot, Kampf, mais il l'a dit en plus. Ce qui est l'objet de notre lutte, donc je cite Mein Kampf, dans l'édition française, c'est d'assurer l'existence et le développement de notre race. Et le développement, c'est Entwicklung, apparemment, dans l'allemand, qui est le mot qui est utilisé aussi en sciences naturelles. Et donc on est vraiment dans la projection de la théorie de Darwin sur la société. Donc c'est d'assurer l'existence et le développement de notre race et de notre peuple, c'est de nourrir ses enfants et de conserver la pureté du sang, la liberté, l'indépendance de la patrie. Donc il applique, si vous voulez, la théorie darwinienne. L'État raciste devra lutter pour son existence. Donc l'influence darwinienne, elle est flagrante. L'homme doit comprendre la nécessité fondamentale du règne de la nature. Donc, absence de distinction entre ce qui est de l'ordre de la nature et ce qui est de l'ordre de la société humaine. Toujours la même confusion. L'homme doit comprendre la véritable nécessité fondamentale du règne de la nature et saisir combien son existence reste soumise aux lois de l'éternel combat et de l'éternel effort nécessaire pour s'élever. Et une citation de Rudolf Hess en 1934, qui est encore beaucoup plus claire, dit « Le national-socialisme n'est rien d'autre que de la biologie appliquée. » De la biologie appliquée. Donc, il n'y a absolument aucun doute que les thèses darwiniennes ont eu un impact politique flagrant dans ces cas-là. Et il y a un autre aspect qui est l'eugénisme. Alors là, c'est intéressant parce qu'on peut dire, bon, le marxisme, c'est un peu perdu, les nazis, il n'y en a plus, bon, l'eugénisme, au contraire, il est très très présent aujourd'hui, sous des formes un petit peu différentes. Et il faut savoir que l'eugénisme n'est pas du tout une invention nazie. L'Eugenic Society a été créée à Londres bien avant, évidemment que quand Hitler était encore en culotte courte. Et le président de la Eugenic Society a été pendant très longtemps le major Leonard Darwin, qui était le fils de Darwin. L'inventeur du mot eugénique, Galton, est un cousin de Darwin. Donc le lien entre l'eugénisme et Darwin, il est très très facile à établir historiquement. Et il ne faut pas considérer que la société eugénique était une société marginale de gens de penseurs se faisant plaisir dans leur coin, puisque pendant très longtemps, au Conseil, et pendant très longtemps, y compris jusqu'après la dernière guerre, au Conseil d'administration de l'Eugenic Society, vous aviez la femme de Norman Montagu, qui a été pendant 27 ans le président de la Banque d'Angleterre. Alors si vous voulez, je pense que vous avez une idée de ce que représente la Banque d'Angleterre et la puissance de la Banque d'Angleterre. Quelqu'un qui est 27 ans président de cette banque n'est pas un marginal. C'est le moins qu'on puisse dire. Et si sa femme, pendant 20 ans, s'occupe d'être au conseil d'administration de l'Eugenic Society, c'est que ça a quand même son intérêt. Alors, je cite Hitler, là, à propos de l'Eugénie. Alors, il dit « Si pendant 600 ans, simplement 600 ans, les individus dégénérés, physiquement ou souffrant de maladies mentales, étaient mis hors d'état d'engendrer, l'humanité serait délivrée de maux d'une gravité incommensurable, elle jouirait d'une santé dont on peut aujourd'hui se faire difficilement une idée. » Donc il n'y a aucune différence entre l'eugénisme d'Hitler et l'eugénisme contemporain d'aujourd'hui. Alors, les moyens ont un petit peu changé, maintenant c'est le tri embryonnaire, c'est les tests génétiques, etc. Mais on ne sait pas les mêmes outils, mais on fait la même chose dans les mêmes intentions. Et la morale sociale, évidemment, à partir du moment où on est darwinien, elle n'a plus de substance. Dans son livre, son deuxième livre, La descendance de l'homme, qui est de 1871, c'est le livre dans lequel il ose dire que l'homme descend du singe. Dans l'origine d'espèce, très prudemment, il a évité le sujet, et il le dit 11 ans plus tard. Alors, il dit on peut, avec certitude, attribuer à la sélection naturelle les instincts sociaux
qui sont à la base du développement moral. Il n'y a plus de morale, si vous voulez. C'est-à-dire, remontons la phrase en sens inverse. Ça veut dire, à la base du développement moral, il y a les instincts sociaux. Donc ça veut dire que la morale, il n'y a absolument rien de transcendant dans la morale. La morale, c'est simplement, justement, une amélioration, une adaptation pour favoriser la lutte pour la vie d'un certain groupe social. Et je vais citer Arthur Kelt, qui est c'est un petit peu je dirais, le protégé de Darwin, hein, qui a un petit peu après piloté sa carrière, qui est devenu, d'ailleurs c'était lui le préfacier de l'origine des espèces avant Thomson. Alors Kelt, il dit bien des aspects du comportement humain qui semblent irrationnels ou incompréhensibles prennent tout leur sens lorsqu'on les interprète comme des survivances d'attributs qui étaient utiles lorsqu'ils apparurent au cours du développement évolutif. Donc il y a l'idée que, bon, évidemment, il y a des gens un petit peu sommaires, un petit peu barbares, etc., mais c'est simplement, ils représentent, si vous voulez, le stade de l'humanité qui n'était pas encore très développé, etc. Bon. Donc, alors, la conséquence, c'est que lui, il croit à la sélection naturelle. Et il dit, la sélection naturelle favorise l'égotisme, l'hédonisme, la lâcheté plutôt que la bravoure, la ruse et l'exploitation d'autrui. Mais c'est ça la vraie morale, au sens darwinien, puisque c'est elle qui va qui va donner un avantage sélectif au clan qui le pratique. Alors on a la même idée, si vous voulez, en 1876, donc très peu d'années après, Lombroso, qui est un psychologue italien, qui est l'inventeur de la criminologie. Alors il dit la chose suivante: les criminels de naissance ne sont pas simplement dérangés ou malades, ce sont des retardés, restés à un stade antérieur. Et on retrouve la même idée chez Freud, en 1915, un peu plus tard. Les désordres mentaux sont les vestiges de comportements appropriés lors de stades antérieurs de l'évolution. Donc on a des gens qui croient vraiment à une évolution progressive, et évidemment nos ancêtres, surtout comme on les représente dans les manuels, un peu hirsutes, etc., avaient forcément des comportements adaptés à leur mode de vie et qui ont assuré la survie de l'espèce. Et ça sera ma conclusion, cet aspect, je vais vous citer un universitaire américain. C'est un cas un peu extrême, mais ça montre bien jusqu'où, si on essaye d'être intellectuellement cohérent, on doit aller. Donc, il s'appelle Marvin Harris et il est professeur à l'université de Columbia, professeur d'anthropologie. Et ça date de 1979, et c'est à propos du cannibalisme. Évidemment, on pourrait croire que le cannibalisme, c'est justement un comportement adapté à une période un peu passée de l'histoire. Mais non, pas du tout. Qu'écrit Marvin Harris: il n'y a certainement pas lieu d'être particulièrement fier de notre pratique de laisser des millions de soldats pourrir sur le champ de bataille, à cause d'un tabou sur le cannibalisme. On peut même argumenter que sur le plan nutritif, la meilleure source de protéines pour l'homme est la chair humaine, puisque l'équilibre des acides aminés y est exactement celui que requiert notre organisme pour fonctionner. Autrement dit, le cannibalisme donne un avantage pour la survie. Donc, à l'évidence, ça sera un progrès pour la société de revenir sur le tabou du cannibalisme. Professeur à l'université Columbia. Donc, on voit bien que quand on va jusqu'au bout des idées darwiniennes qui sont en fait, alors évidemment, vous pourrez dire parfois je dis darwinisme, parfois je dis évolutionnisme, en fait, c'est la même chose. Il n'y a pas d'évolutionnisme qui puisse se différencier des thèses de Darwin, parce que c'est l'évolutionnisme darwinien qui donne le là de l'évolutionnisme. Et il est évident que des idées de ce genre, quand elles rencontrent la vision chrétienne du monde, elles entrent en conflit. Et c'est ce que nous allons voir, si vous me laissez encore un petit quart d'heure, dans la dernière partie, c'est l'impact religieux
du darwinisme. Et je rappellerai là, cette phrase de Darwin. On peut avec certitude attribuer à la sélection naturelle les instincts sociaux qui sont à la base du développement moral. Donc on voit bien là une vision du monde complète. Dans la vision évolutionniste du monde, tout a sa place, y compris les instincts sociaux et y compris la morale. Donc ce sont des gens qui sont tout à fait pour la morale, et pour une morale adaptée au stade momentané de l'humanité. Il faut aussi voir que c'est une vision strictement matérialiste. Il n'y a aucune transcendance dans la vision darwinienne. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, ceux qui veulent conserver l'idée d'une transcendance et qui veulent incorporer dans leur fonctionnement intellectuel l'évolutionnisme, inévitablement aboutissent à des situations paradoxales ou contradictoires ou à des difficultés. Parce que, évidemment, le conflit n'est pas entre n'importe quelle religion et l'évolutionnisme. En fait, il y a des religions qui sont parfaitement compatibles avec l'évolutionnisme. L'incompatibilité est avec certaines religions, et en pratique, elle est uniquement avec les religions qui ont des dogmes. Mais les religions sans dogme sont parfaitement compatibles. Et ça a été très bien vu par Julian Huxley. Alors Huxley, c'est le frère d'Aldous Huxley, celui que tout le monde connaît comme l'auteur du Meilleur des mondes. Julian Huxley, lui, était biologiste, et c'est le premier directeur de l'UNESCO, nommé en 1946 à la création de l'UNESCO. Donc c'est quelqu'un d'une certaine importance. C'est un athée militant. Mais c'est un athée ouvert parce que c'est lui qui a préfacé l'édition anglaise du Phénomène humain de Teilhard de Chardin. Il était très ami avec Teilhard de Chardin. Ça aussi, c'est intéressant, parce que les gens avec lesquels on a tout rapport, c'est parce qu'on a des choses en commun, en général. Alors, Huxley, justement, dit la chose suivante, c'est en 1965 qu'il a écrit ce texte, dans une préface, au livre, d'ailleurs, d'un collaborateur de Teilhard. L'éventuelle réconciliation de la science et de la foi. Alors, c'est un athée militant qui vous parle de réconciliation de la science et de la foi. Donc vous voyez bien qu'il n'est pas contre la religion. L'éventuelle réconciliation de la science et de la foi viendra quand les esprits religieux comprendront que la théologie a besoin d'un fondement scientifique et saisiront le fait que la vie religieuse elle-même connaît l'évolution. Donc c'est ça le critère. Si on peut incorporer l'évolution dans la vie religieuse, à ce moment-là, il n'y aura pas de conflit avec la science. Parce que la science, l'évolution, c'est la science, bien sûr. Et quand les esprits scientifiques, alors c'est ce qui est très intéressant aussi dans la citation d'Huxley, donc parce qu'il s'agit de réconcilier la science et la foi, donc il faut bien sûr que les théologiens admettent qu'ils doivent adopter une nouvelle idée scientifique, mais il faut aussi que les scientifiques acceptent de fréquenter les hommes religieux. Donc, cette réconciliation viendra quand les esprits scientifiques accepteront le fait tout aussi important que la religion fait partie du processus évolutif et que dans la phase psychosociale de celui-ci, elle est un élément important de l'histoire humaine. Donc voilà la solution. Il ne faut pas être... Moi, je suis athée militant parce que je veux évidemment le progrès, etc. Mais j'ai tout à fait conscience du fait que je n'en veux pas du tout aux esprits religieux. Mais simplement, il faut quand même qu'ils se rendent compte que, bien sûr, aujourd'hui, il y a des religions qui ont pignon sur rue, etc. Mais c'est un moment particulier de l'histoire humaine qui dure depuis si longtemps que l'homme ne se réduit pas à l'homo religiosus. Il a existé avant, il existera après. Voilà. Et à ce moment-là, moi qui suis athée militant, ça ne me gêne pas du tout de serrer la main de Teilhard de Chardin, qui porte une soutane, quand il en porte une. Alors, on pourrait parler très longtemps, si vous voulez, sur le conflit entre le christianisme en particulier et l'évolutionnisme, mais mon temps est limité. Je vais simplement aborder
rapidement trois points. La chute, la question du péché originel, et Julien Günziger en a parlé tout à l'heure parce que c'est effectivement un point fondamental. La création ex nihilo, qui est un deuxième point fondamental. Donc si vous voulez, les points fondamentaux, c'est des dogmes. C'est là où nécessairement il y a conflit, parce qu'un dogme ne peut pas évoluer. Et non seulement ne peut pas évoluer, mais il ne peut même pas modifier les termes dans lesquels il est exprimé. Et puis, un autre point, c'est l'unicité et la spécificité de l'homme créé à l'image de Dieu. Alors, tout d'abord, la création ex nihilo. Alors ça, c'est quelque chose qui est généralement oublié ou sous-estimé ou mis de côté, même quand on parle de création. Et c'est pourquoi aussi facilement les gens disent, au fond, la création et l'évolution, c'est compatible. Dieu a pu créer, et puis il a créé un monde qui évolue. C'est tout simple. Bon. Alors, c'est parfaitement vrai d'ailleurs. Dieu peut tout, donc il peut faire ça aussi. Mais il y a une chose que Dieu ne peut pas faire, c'est se contredire. Il ne peut pas agir contrairement, en contradiction donc avec ce qu'il a inspiré. Alors, on lit dans la Bible, Psaume 33, car il a dit, et cela est. Donc le monde existe par suite d'une parole. Non. Et surtout, alors dans le deuxième livre des Maccabées, donc vous avez la mère d'un Hébreu qui va être tué, et pour lui faire accepter l'idée de mourir, elle lui dit, mais ça n'a aucune importance. La fidélité à Dieu est plus importante que la vie biologique, puisque Dieu a créé de rien toute chose, il peut aussi bien te ressusciter dans l'autre monde. Donc le texte est le suivant: je te conjure, mon enfant, de regarder le ciel et la terre et toutes les choses qui y sont, et de comprendre que de rien, Dieu a fait toutes choses, ainsi que la race des hommes. Le point important ici, c'est, dans la première phrase, de regarder le ciel et la terre et toutes les choses qui y sont. Alors c'est une formule qu'on retrouve à plusieurs endroits dans l'Ancien Testament. Il y a le ciel et la terre et tout ce qu'ils contiennent, la mer et ce qu'elle contient. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se représenter la création ex nihilo divine, qui était un dogme, comme la création au départ de quelques atomes qui vont après s'organiser tout seuls. Ce que Dieu crée ex nihilo, ce sont les formes des créatures existantes. C'est-à-dire que les choses qui sont dans le ciel et la terre, dans le ciel il y a les oiseaux, il y a les nuages, sur la terre il y a les arbres, il y a les sapins, il y a des chiens, il y a des chats, il y a des hommes. Et ce texte a toujours été compris, depuis des siècles, comme Dieu étant l'auteur de toutes les formes créées. C'est pour ça qu'on les appelait des créatures. Et des créatures, il y en a partout, il y en a de toutes sortes, avec la particularité que certaines créatures, évidemment, peuvent se propager par elles-mêmes. Donc vous avez, évidemment, Dieu ne crée pas, en un sens, chaque nouveau sapin qui naît à partir d'une graine, ou d'une plantation. Il a créé un cosmos harmonieux, mais dans lequel la création initiale, elle est ex nihilo. Ça n'est pas ce qui pouvait exister avant qui explique ce que Dieu a créé, parce que Dieu, évidemment, n'est limité par rien. Il n'est pas contraint par la matière, il n'est pas contraint par le temps. Et on retrouve... Alors, cette idée, elle est très importante, cette idée de création ex nihilo, parce que si on a une idée fausse de la création ex nihilo, je pense qu'on a une idée fausse de la providence. Bon, on admet facilement que Dieu continue à veiller à tout ce qui se passe aujourd'hui. Donc c'est l'ordre de la providence. Il y a l'ordre de la création au commencement et l'ordre de la providence qui continue aujourd'hui.
Et vous avez dans Saint Matthieu, Jésus-Christ, qui dit « Pas un passereau ne pourrait tomber en terre sans la permission de votre Père ». Donc on a bien Dieu qui est présent en toutes choses. Mais l'ordre de la création et l'ordre de la providence sont deux choses distinctes, parce que l'ordre de la création a eu lieu au commencement. Et on en a une confirmation intéressante dans Saint Marc, quand Jésus dit « au commencement de la création », et dans le grec c'est « tisséos », donc c'est vraiment le même mot « création » qui est utilisé à cet endroit-là que dans l'Ancien Testament, au commencement de la création, lorsque Dieu créa l'homme et la femme. Donc la création de l'homme et la femme fait bien partie de ce qu'on appelle les 6 jours de la création, l'hexaméron, l'ordre de la création. Et à partir de cet ordre de la création, une autre étape commence, c'est-à-dire que Dieu se repose, et le repos de Dieu le 7e jour. Alors, Dieu n'est pas fatigué, même de créer, mais simplement, Dieu se repose sur les lois de la nature. C'est-à-dire que la nature fonctionne, est un tout harmonieux, mais qui fonctionne de façon autonome, et c'est en ce sens que Dieu se repose, et il se repose de créer, et qu'il ne crée plus. Et c'est le deuxième point que je voulais développer, d'incompatibilité entre la vision évolutive et la vision, je crois, chrétienne, telle qu'elle est, en tout cas expliquée dans la Bible, hein, c'est l'idée de perfection initiale de l'œuvre des 6 jours. Vous avez à la fin de chaque jour, et cela était bon, et puis le dernier jour on dit, et cela était très bon. Alors, Tov en hébreu, ça peut vouloir dire bon, ça peut vouloir dire beau, mais l'idée c'est que la création est un cosmos, c'est-à-dire la création est un tout harmonieux. Et ça, je pense, c'est quand même difficile à nier, même si on constate aujourd'hui évidemment des catastrophes naturelles, la maladie, etc. Mais ce sont des anomalies par rapport à une réalité qui est substantiellement bonne. Dans l'évolutionnisme, c'est pas du tout le cas. Le bon, il est toujours futur. C'est le surhomme qui sera la réalité de l'homme. C'est-à-dire que nous sommes au surhomme ce que le singe est à nous, dans la perspective évolutionniste. Notre intelligence, elle est tout à fait médiocre, par rapport à ce que sera l'intelligence du surhomme, etc. Donc, la perfection initiale de la création, on peut l'admettre, d'une part parce qu'elle est dans la Bible, mais surtout parce que la Bible nous donne un indice très précis de la raison pour laquelle tout n'est pas parfait aujourd'hui, qui est le péché originel. Et cette incompatibilité entre le péché originel et la théorie d'évolution, ça a été très bien vu par une personne qui enseignait la philosophie à Lausanne à l'époque de Darwin, Clémence Royer. Et c'est une personne remarquable d'ailleurs, et elle l'a traduit en français, c'est la première traduction en français de l'origine des espèces, qu'elle a faite elle-même, donc qui est apparue en 1862. Et la préface de cette édition est tout à fait intéressante. Alors j'en extrais justement un point en rappelant ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que pour Darwin, les espèces n'existent pas. Alors que dit Clémence Royer? Il dit en effet, les théologiens le savent, le sentent bien et l'ont toujours senti. Pour que l'humanité ait péché en Adam, il faut qu'elle soit une entité collective, pour être rédimée, rachetée par les mérites d'un seul, Jésus-Christ. Comme pour avoir été maudite par la faute d'un seul, il faut qu'elle ait, outre la vie individuelle de chaque être, une vie spécifique, en quelque sorte substantielle, bien définie et bien terminée, sans lien généalogique avec aucune autre espèce antécédente. Autrement dit, il faut que le genre humain soit une substance, soit une entité, pour que aussi bien le péché originel puisse nous concerner,
et que le rachat par une personne humaine comme Jésus-Christ puisse nous concerner. Il faut qu'il y ait quelque chose en commun qui traverse les siècles, qui nous unisse à Adam, qui nous unisse à Jésus-Christ, et cette chose, c'est une qualité de substance, hein, de l'espèce humaine. Et c'est parce que nous sommes participants de l'espèce humaine qu'évidemment, ce qui s'est passé du temps d'Adam et ce qui s'est passé du temps de Jésus-Christ peut nous concerner. Tandis que si nous sommes que des individus, comme le pense Darwin, non, tout ça n'a plus aucun sens. Je continue. Or, la théorie de M. Darwin, dit Clémence Royer, est incompatible avec cette notion. C'est pourquoi son livre, bien que d'un caractère éminemment pacifique, sera en but aux attaques du grand parti immobiliste et chrétien encore si nombreux chez toutes les nations européennes. Mais aussi il sera une arme puissante entre les mains du parti contraire, c'est-à-dire du parti libéral et progressiste. Et là, point très important. Je sais, pourtant, qu'il y a des esprits très libéraux qui se croient sincèrement chrétiens. Ce sont les évolutionnistes théistes. Mais qu'il me soit permis de leur dire que c'est par une inconséquence, par une hérésie évidente et inconciliable avec le point de départ de leur doctrine et avec les textes sur lesquels elle repose, l'idée de la chute et la négation absolue de l'idée de progrès. C'est très bien dit, j'en vois qu'il est des philosophes. Je crois qu'elle a formulé de façon très très claire et très très explicite l'opposition fondamentale entre le dogme du péché originel, hein, qui nous fait voir les malheurs de l'humanité comme les conséquences d'un acte posé par un homme supérieurement intelligent, et pas par une brute inconsciente de ce qu'il faisait. Hein, Et puis la théorie d'évolution qui veut que l'on ait un chaos permanent, une lutte pour la vie permanente dans la nature, mais que petit à petit on progresse vers le mieux. Et pour répliquer à Clémence Royer, cette petite phrase de Chesterton: je ne connais rien de si réjouissant que le péché originel. Alors évidemment, il faut le prendre avec l'humour britannique de Chesterton, c'est-à-dire réjouissant parce que on peut comprendre, on peut accepter et on peut adhérer. L'univers de l'évolution, c'est un univers impitoyable. En fait, c'est un univers sans issue, parce qu'on vous dit, mais ça sera mieux dans 1000 ans, dans 2000 ans, on sera des surhommes, etc. En attendant, qu'est-ce qu'on fait pour? Qu'est-ce qu'on vaut? Rien du tout. Tandis que le péché originel, on sait qu'il y a une faute, mais cette faute elle permet d'expliquer que tout ne va pas comme on voudrait, mais en même temps, le dogme de la rédemption est possible. Sans le dogme du péché originel, il n'y a pas de dogme de la rédemption. Le baptême n'a pas de sens. Le second Adam suppose le premier. Et surtout, le salut est possible, même pour nous aujourd'hui, puisque le salut, il est spirituel. Le problème, c'est que dans le monde évolutionniste, on est tous condamnés à périr sans avoir pu évoluer comme nos descendants évolueront dans 1000 ans. Donc c'est désespérant, parce qu'on est des ratés et on va rester ratés jusqu'au bout et on ne sera jamais que ça. Tandis que dans la perspective chrétienne, enfin, je pense que vous serez d'accord avec moi, que l'espoir, il vaut pour nous. On n'a pas besoin d'attendre l'arrivée du point oméga de Teilhard de Chardin à la fin du temps pour que le progrès soit accompli. Hein? Et donc, il y a, dernier point, la spécificité et la grandeur de l'homme, si vous voulez, qui est fondamentale dans le catholicisme, qui l'homme a été créé à l'image de Dieu. Hein? Et cette dignité spécifique de l'homme disparaît complètement dans la théorie qui veut que l'homme est un animal un petit peu évolué. Et ça avait été vu par... on le voit bien aujourd'hui, on voit bien les conséquences sur la société du darwinisme. Dès le lendemain de la publication de l'origine des espèces, Adam Sedgwick, qui était le président de la Société de géologie,
a écrit une lettre à Darwin, qui est très intéressante. Donc il a lu son livre tout de suite. Bon. Et il dit la chose suivante. « J'ai lu votre livre avec plus de douleur que de plaisir. J'en ai beaucoup admiré certaines parties, d'autres m'ont fait rire jusqu'à en avoir mal aux côtes. J'en ai lu l'autre avec une profonde tristesse, parce que je les crois erronés et extrêmement nuisibles. Vous avez traduit la vraie méthode inductive. » Donc là, c'est les questions de science. Moi, il n'est pas d'accord, évidemment, avec les méthodes de raisonnement de Darwin. Et il dit la chose suivante. Il y a dans la nature une composante morale ou métaphysique à côté de la part physique. L'homme qui nie cela s'enfonce dans les marais de la folie. C'est la gloire de la science organique de relier le monde matériel et le monde moral par des causes finales. Vous avez ignoré ce lien et vous avez fait tout votre possible pour le briser. S'il était possible de le briser, en fait, ça a été tout à fait possible puisqu'on y est maintenant. D'ailleurs, les causes finales, elles sont complètement exclues du discours scientifique, c'est l'adversaire à abattre. Donc s'il était possible de le briser, l'humanité souffrirait, à mon avis, d'un mal qui pourrait la réduire à l'état de brute et plonger la race humaine dans un état de dégradation pire qu'aucun de ceux dans lesquels elle est tombée depuis les premiers documents écrits de son histoire. Donc écrit le lendemain de la sortie du livre de Darwin. C'est pour dire qu'on pouvait très bien, avec un petit peu d'intuition, voir où ça allait conduire. Et un peu plus tard, quand Darwin a sorti son livre sur l'origine des espèces, un Anglais dans la Edinburgh Review dit la chose suivante. « Si notre humanité n'est que le produit naturel des facultés modifiées des animaux, les hommes les plus sérieux, c'est-à-dire ceux qui réfléchissent, ceux qui essaient d'être cohérents, seront obligés de renoncer aux motifs qui les ont poussés à vivre une vie noble et vertueuse comme reposant sur une erreur. Et les révélations de Dieu et l'espoir d'une vie future deviendront de douces rêveries inventées pour le bien de la société. Si ces points de vue sont vrais, une révolution de la pensée est imminente et elle ébranlera la société jusqu'à ses fondations en détruisant la sainteté de la conscience et le sens religieux. » Donc vous voyez, on y est, et on pouvait parfaitement le prédire, le voir dès l'époque. Donc, parce que depuis l'origine, l'évolutionnisme, c'est le refus de la vision biblique du monde. C'est un point qu'on pourrait détailler. Mais donc, il est difficile de croire que nos sociétés, qui sortiront des erreurs dans lesquelles elles s'enfoncent aujourd'hui, qui sont toutes liées plus ou moins directement à cette vision évolutionniste de l'homme. Donc l'idée qu'elles pourront s'en sortir est forcément liée à l'idée que les gens reprendront leur esprit et sauront rejeter les lunettes évolutionnistes qui faussent aujourd'hui tout ce qu'elles regardent. Et je terminerai, si vous voulez, par une citation de Maurice Collery, qui est intéressante. Maurice Collery était à la Sorbonne en 1930 titulaire de la chaire d'évolution des êtres organisés. Alors quand vous enseignez l'évolution, vous êtes payé par l'État pour enseigner l'évolution, ben vous enseignez l'évolution, mais comme l'évolution n'existe pas, il y a des problèmes. Donc en 1931, il a sorti un livre chez Payot qui s'appelle « Le problème de l'évolution ». Et dans l'avant-propos de ce livre, il dit la chose suivante. Oui, les espèces actuelles sont stables. Professeur d'évolution. Il dit dans son livre, oui, les espèces actuelles sont stables. C'est exactement comme Maynard Smith, qui est professeur d'Harvard, qui vous dit il n'y a aucune démonstration, ni aucune preuve empirique de l'évolution. Mais elles ne l'ont pas toujours été. Autrement, il faudrait en revenir à un Dieu créateur. Tout est là, tout est dit. C'est extrêmement simple, c'est pas plus compliqué que ça. Je pense que il n'y a que ça à retenir de ce que je vais vous dire, parce que c'est la seule chose qui est vraiment de l'importance.